Bonjour, bienvenue sur notre émission hebdomadaire Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons une dame. Elle est déjà passée dans l'émission. Je vais rapidement vous dire qui elle est. Elle est journaliste, historienne franco-afro-antillaise, partagée entre le continent africain où elle est née, et avec une trentaine d'années, et Paris où elle a effectué ses études universitaires et une partie de son parcours. Elle fait des conférences, un peu partout. Elle a notamment contribué à produire des émissions et chroniques historiques à Radio France et RFI. Et elle a également fait des contributions sur les femmes dans l'histoire de l'Afrique pour divers programmes de l'UNESCO. Il s'agit de Madame Sylvia Serbin, que nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau sur Parlons de livres. Bonjour Madame Sylvia Serbin. Bonjour, parlons de livres et surtout vous, Judith, et merci de m'accueillir une fois de plus. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Comme je vous disais, quelqu'un nous a fait une remarque en disant « Ah, qu'est-ce qu'elle est agréable à écouter cette dame, c'est une vraie conteuse. » Ça va m'encourager à continuer alors. Alors donc, super, je crois que j'ai tout dit pour vous présenter. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, vous avez dit l'essentiel, il n'y a pas de souci, et que j'écris surtout des livres sur l'histoire de l'Afrique à travers les femmes qui ont joué un rôle marquant de l'Antiquité jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'Empire du Mali à l'époque de la reine Kassa. La première question qui me vient quand on entend l'Empire du Mali, Madame Serbin, j'aimerais que vous expliquiez aux personnes qui nous regardent qu'on ne fasse pas l'amalgame, je crois, entre le Mali actuel et l'Empire du Mali qui était l'Empire Mandingue à l'époque, je crois. Oui, c'est ça. Vous laissez donc l'Empire du Mali, c'est un des plus grands empires qu'a connu l'Afrique de l'Ouest dans le passé et qui regroupait plusieurs pays aujourd'hui qui sont devenus les républiques, une partie de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, un peu de la Guinée, un peu du Burkina Faso d'aujourd'hui, un petit peu du nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment une immense étendue qui a duré entre le XIIIe et le XVe siècle et qui a été un des plus prestigieux empires africains et qui était d'ailleurs très puissant, enfin on va en reparler, et c'était le plus grand producteur d'or au monde à son époque, au Moyen-Âge. Et donc, cet empire du Mali a été, après la colonisation, tous ces États ont été démembrés un peu, sont passés. Il y a eu des frontières artificielles qui ont été créées et qui ont donné les pays que j'ai cités. Et donc, au moment de son indépendance, le Mali d'aujourd'hui, qui à l'époque coloniale s'appelait Soudan, a décidé de reprendre le nom de ce prestigieux empire, puisque ses populations sont aussi mandingues, donc se réclament de cet empire. Et donc c'est un peu ce pays-là qui a gardé dans son patrimoine historique le Mali, l'empire du Mali, et qui le célèbre jusqu'aujourd'hui, alors que dans les autres pays qui étaient rattachés, peut-être qu'on a un peu oublié cette histoire. Voilà. C'est tellement bien raconté, c'est vraiment bien raconté. Alors, il y a des membres de l'équipe qui me disaient, mais comment elle sait tout ça? D'où elle sort? Est-ce que, des compteurs, des griots, voilà. Mais vous savez, pourquoi j'ai voulu écrire ce travail, c'est que justement l'Empire du Mali, c'est une des entités où on a le plus d'informations, mais contrairement à des informations qui n'ont pas pu être cachées ou complètement occultées,
parce que vous savez que même jusqu'aujourd'hui, la plupart des programmes qui sont des programmes d'histoire qui sont enseignés à l'école, dans les programmes scolaires des pays africains, c'est une histoire écrite par d'autres, notamment les anciennes puissances coloniales souvent, et on a essayé d'occulter et d'effacer tout ce qui faisait toute la puissance de ces anciens empires africains, puisque l'objectif c'était de montrer que l'histoire c'était une espèce d'enclos de sauvagerie qui n'attendait que la civilisation pour pouvoir bouger. Or, l'Empire du Mali, c'est une des entités où il y a eu le plus d'informations, notamment de géographes et d'explorateurs arabes qui ont voyagé à l'époque, au Moyen-Âge ou avant, dans cette région, et qui ont laissé des témoignages extraordinaires sur ce pays qui était très organisé, qui vivait en sécurité, ou qui était autosuffisant, où les populations mangeaient à leur faim, l'agriculture était développée, le commerce, l'artisanat, il y avait énormément de choses qui étaient développées. Et ces informations, on ne peut pas faire comme si elles n'ont jamais existé, mais il faut aller les chercher. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail de collecte de toutes ces informations sur ce brillant empire, parce que si ça n'est pas fait dans 2 générations, on dira nos enfants, ça n'a jamais existé. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de restituer cette histoire et de le faire, de le transmettre aux nouvelles générations et de la faire connaître le plus largement possible, puisque malheureusement nos historiens ne se penchent pas assez pour diffuser cette histoire ou alors de façon trop modeste. Donc voilà, en attendant que les programmes scolaires s'y intéressent, si nous avons la possibilité de faire connaître toutes ces recherches que l'on fait, toutes ces documentations, ces données que l'on trouve sur des choses qui ont été écrites il y a très longtemps, ben c'est important de le faire. Vraiment, merci. Beau travail. Je lis là effectivement que c'était un empire très prospère, hein, très prospère. Oui. Qu'est-ce qu'on avait? Les denrées, céréales, maraîchères, pêche, chasse, l'exploitation du coton. En plus de l'or, oui. Hein, en plus de l'or. Oui, tout à fait, oui. Je me suis dit, mais ça continue là, hein, l'histoire de l'or au Mali. C'est pour ça que le Mali n'est pas tranquille, hein. Exactement, ben, on comprend et je pense que c'était important de sortir ce travail maintenant parce que c'est vrai que le Mali est devenu un peu la tête de turc de certaines puissances qui n'arrivent plus à contrôler ce pays, qui a une grande fierté et qui s'est toujours battu, et de restituer cette histoire passée, de montrer que c'est un pays qui a toujours été un exemple sur le continent africain. C'est important aussi de le dire et ça permet de comprendre aussi tout ce courage des Maliens de se battre contre l'adversité parce qu'ils ont énormément de ressources qui intéressent des nations extérieures, d'anciennes puissances coloniales, et maintenant ils se battent pour que ça revienne au peuple malien et pour qu'ils puissent se développer par eux-mêmes et non plus être sous la coupe de certaines puissances qui n'ont jamais essayé vraiment de laisser ces pays se développer. C'est ça, parce qu'on voit déjà à l'époque comment c'était développé, hein. Très prospère. Ils avaient même une prestigieuse université à Tombouctou. Oui, il y avait une grande université, c'était le seul grand centre d'études supérieures donc en Afrique de l'Ouest, l'université de Tombouctou, qui a formé plus de 25 000 étudiants. Et ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas uniquement les gens de familles riches qui pouvaient accéder à l'éducation et à la connaissance, contrairement à l'Europe de la même époque. Au Moyen-Âge, c'était seulement les nobles et puis les nobles et le clergé, hein, les prêtres, l'église, qui accédaient à la connaissance, à l'écriture, voilà. Et dans l'Empire du Mali, donc des jeunes qui venaient de milieux modestes, mais qui avaient le goût du savoir, le goût de l'apprentissage, recevaient des bourses de riches familles qui leur donnaient de quoi poursuivre leurs études. Et en échange, souvent, ces étudiants servaient de précepteurs aux enfants de la famille.
Donc vous voyez un peu tout cette espèce de circuit qui était organisé pour permettre à des jeunes du pays de connaître, et ceux qui avaient les meilleurs résultats à l'université de Tombouctou recevaient des bourses supplémentaires pour aller se former dans l'Espagne médiévale. C'était l'Espagne musulmane à l'époque, puisque au 8e siècle, donc, il y a eu une conquête musulmane de l'Espagne. Il y avait de grandes universités, donc ils allaient soit se former en Espagne, soit se former au Maroc, parce qu'il y avait aussi de grandes universités déjà à l'époque, ou bien à l'université d'Al-Azhar en Égypte aussi, qui était très connue. Et parmi, je vais vous donner un exemple assez célèbre. Et donc, les formations, c'était donc il y avait de la médecine, il y avait vraiment beaucoup de formations. Donc il y avait la théologie, ceux qui faisaient l'apprentissage de l'islam pour le transmettre, mais il y avait aussi la médecine, il y avait aussi des savants qui étudiaient les astres, il y avait comment ça s'appelle, de la poésie, de la littérature, il y avait vraiment toutes sortes de disciplines. Et je vais vous donner l'exemple d'un homme qui a vécu au XVe siècle et qui était médecin formé à l'université de Tombouctou, et qui était le médecin personnel d'une jeune femme de Gao qui faisait partie de la bonne société de Gao et qui a épousé un jeune explorateur français qui est arrivé en 1402 dans la ville de Gao au Mali. Donc c'était à l'époque l'Empire Songhai. Et donc cette femme a épousé ce jeune Français, ce qui montre déjà à l'époque qu'il n'y avait pas du tout de rejet de l'autre, puisqu'elle était musulmane, lui il était chrétien, et la famille a accepté, parce que le jeune homme était tellement respectueux des traditions et des gens du pays. La famille a accepté que cette fille l'épouse. Ils ont vécu 8 ans donc à Gao, et ensuite il a voulu repartir chez lui en France, dans la région de Toulouse. Donc la famille ne voulait pas laisser partir cette jeune femme, mais ils sont partis clandestinement avec leur petite fille, quelques domestiques et ce médecin noir qui a voyagé avec eux, le médecin personnel de Salou Kazaïs, c'est le nom de cette jeune femme. Ils sont arrivés dans la région de Toulouse, le Français avait un château, donc elle a vécu là-bas. Comme elle était lettrée en arabe, elle l'a aidé à écrire 2 dictionnaires et un livre sur son voyage. Elle a aidé son mari à écrire ces livres-là. Et il y avait le dauphin, l'héritier de la couronne de France, qui s'appelait Charles VII, le fils du roi Charles VI, qui était de passage à Toulouse et qui est tombé malade. Et tous les médecins blancs qu'on a appelés de la région ont dit on ne peut pas le soigner. Ils sont allés le voir et on avait peur qu'il meure et ils n'ont rien pu faire. Et finalement, les nobles de la ville ont demandé à ce Français, est-ce que le médecin noir de sa femme peut venir voir le prince héritier de France? Il est allé l'ausculter et il l'a guéri en moins de 5 jours. Et le prince lui a donné beaucoup d'or, enfin des pièces d'or pour le remercier. Donc c'est pour vous montrer que, et lui il soignait avec des plantes médicinales, des plantes traditionnelles et de tout son savoir qu'il avait acquis à l'université de Tombouctou. Donc voilà, je raconte cette histoire dans mon livre sur les reines d'Afrique et héroïnes de la diaspora noire, qui est en fabrication. Cette fois-ci, on a eu beaucoup de problèmes pour la sortie, et donc il va bientôt arriver. Mais je vous en reparlerai. Et cette jeune femme s'appelait Salou Kazaïs, et ce médecin s'appelait Aben Ali. Voilà. C'est vous dire que toute cette science qui était transmise par l'université de Tombouctou, c'était pas quelque chose au rabais, c'était vraiment un savoir de haut niveau. Ah oui. Alors, pour parler des grandes figures de cet empire mandingue, on a en premier, avant Sundiata, non, avant Suleiman, c'était Sundiata, c'est Sundiata Keïta. Oui, Suleiman est juste voilà. le descendant. Oui, effectivement, vous énumérez les 4 principaux, Sundiata Keïta, Aboubakari II, Kankan Moussa et enfin Suleiman.
Voilà. En fait, l'Empire du Mali a été créé par Sundiata Keïta et la vie d'ailleurs de ce personnage est vraiment passionnante parce qu'au départ c'était un enfant infirme et sa mère était bossue et rejetée par tout le monde dans la société. Et c'est pour montrer aussi, ça donne une leçon de vie, pour montrer que les gens qui accomplissent les plus grandes choses peuvent venir de milieux très difficiles, peuvent avoir des handicaps, peuvent naître dans la pauvreté, peuvent être rejetés un jour, mais à force de courage, à force d'abnégation, ils arrivent à grandir par eux-mêmes et à devenir des meneurs d'hommes et à bâtir des empires. Donc je raconte l'histoire de Sundiata Keïta qui a fondé l'empire du Mali donc au XIIIe siècle et jusqu'à présent cette histoire est transmise depuis 8 siècles par les griots mandingues qui ont perpétué la vie de ce héros fondateur de l'empire du Mali. Ensuite cet empire donc est connu pour ses activités, pour sa puissance, pour cette espèce d'aura qu'il avait sur le continent africain, mais aussi pour des grands personnages qui ont été à sa tête et qui sont restés dans l'histoire. Donc on a eu Sundiata Keïta, on a eu aussi un de ses successeurs plus lointain, puisque c'était qui avait épousé la petite fille de Sundiata et qui s'appelait Aboubakari II, dont on dit qu'il a organisé une flotte parce qu'il voulait savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de l'océan. Et donc, ils ont fait une flotte gigantesque, ils sont partis et on dit que ce sont les premiers à avoir accosté donc en Amérique. Donc au Brésil du moins, donc certains sont arrivés au Brésil, d'autres dans d'autres régions d'Amérique latine. Mais cette hypothèse qui a été étudiée notamment par un universitaire du Guyana qui était américain, un universitaire d'une grande université américaine, a été rejetée évidemment par les Européens puisqu'ils disent que c'est Christophe Colomb le premier qui est arrivé en Amérique et ils ne voulaient pas accepter qu'un noir 200 ans avant Christophe Colomb ait pu avoir la primeur de ce voyage. Donc, mais c'était important d'en parler parce que ça fait partie des recherches sérieuses qui ont été menées et qui méritent peut-être de continuer d'être exploitées. Ensuite, il y a eu le grand Kankan Moussa qui a là aussi, dans le voyage au Caire, en Égypte et à la Mecque, a laissé beaucoup de chroniques, beaucoup d'informations, tellement c'était un roi qui avait beaucoup d'or, qui était dans toute sa splendeur, avec une suite énorme, avec vraiment, quand on lit un peu comment il a impressionné les gens, par sa richesse et par son goût aussi du savoir. Il achetait des livres de droit, des livres, voilà, c'était vraiment un homme très cultivé. Et donc, il y a aussi des écrits là-dessus, donc j'ai voulu en parler. Et Suleiman, le dernier, c'était peut-être 50 ans avant la fin de l'Empire du Mali, puisque vous savez, dans ces grands empires-là, ils ont des alliés, mais un beau jour, ces alliés aussi ont envie de prendre leur autonomie et le pouvoir central finit par se désagréger. Et donc Suleiman, qui était au XIVe siècle, au milieu du XIVe siècle, il a régné jusqu'en 1460, était le mari de cette fameuse reine Kassa, dont je me sers comme porte d'entrée sur l'histoire de l'Empire du Mali, et qui était aussi une reine qui avait un pouvoir et un statut particulier très très important dans l'Empire du Mali à cette époque. D'accord. Oui, alors pour revenir à sa date de règne, vous avez marqué de 1341 à 1360. À 1360, pardon, j'ai dit au 14e siècle. C'est vrai, dans mes dates, quelquefois, en parlant de divers personnages, je confonds un petit peu les dates. Non, mais oui. Alors, c'est super. Avant qu'on ne parle de la reine Kassa elle-même, on se pose quand même des questions parce que dès le début, on est quand là? On est au 13e, 14e siècle, ils ont déjà des noms musulmans.
Souleymane, oui, voilà, oui. Aboubakari, tout ça. Et j'ai vu, vous avez justement consacré une page pour expliquer comment s'est passé. Les premiers, effectivement, à pratiquer l'esclavage en Afrique, c'était ça, c'était les Arabo-Berbères, hein, dès le Voilà, c'est 7e ça. En siècle. fait, après le 7e siècle, donc il y a eu des cavaliers nomades qui sont venus d'Arabie pour aller essayer de répandre l'islam partout où ils pouvaient aller. Donc ils ont essayé en Europe, ce sera par le biais de l'Espagne et du Portugal. Et ils sont venus en Afrique du Nord où il y avait donc des populations berbères qui étaient le plus souvent animistes, qui avaient leur propre religion locale. Et donc ils sont venus, ils ont imposé l'islam à ces populations. Et d'ailleurs, donc il y en a certaines qui l'ont accepté, d'autres qui ont résisté. Et notamment, on a une résistante berbère très connue qui s'appelle la Kaina, et donc qui a vécu au 7e siècle, 8e siècle, et qui a mené la résistance contre les invasions musulmanes de cette région, donc l'Algérie, voilà, on l'appelait la reine des Aurès, dans cette région-là. Et ensuite, une fois que l'Afrique du Nord a été islamisée, l'islam s'est répandu ensuite vers l'Afrique subsaharienne, ils appelaient ça le pays des Noirs, le Soudan, hein, c'est comme ça que les Arabes appelaient l'Afrique en dessous après l'Afrique du Nord, donc l'Afrique noire. Ça a été fait par le biais des caravanes de commerçants qui allaient dans les différentes régions et qui petit à petit ont commencé à vouloir islamiser les populations. Donc souvent, parce que quand ces Arabes sont arrivés, ils ont voulu développer le commerce parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'or au Mali, hein, dans l'empire du Mali, et ils voulaient absolument commercer et pour pouvoir avoir le contrôle sur ce commerce de l'or qui ensuite se retrouvait dans différentes cours d'Europe, qui se trouvait dans les grandes cours du monde musulman, voilà. Donc l'or du Mali a vraiment inondé toutes les cours importantes extérieures de cette période. Donc ils ont fait le commerce de l'or et le commerce des esclaves. Parce qu'effectivement, c'est eux qui ont commencé et ce commerce musulman de traite esclavagiste a duré près de 14 siècles. Hein, donc du 8e siècle jusqu'au 20e siècle, ça continuait encore, hein, discrètement, par la Mauritanie notamment. Et ce commerce avait plusieurs ramifications. Donc il y avait les esclaves étaient pris dans les pays noirs, comme ils disent, hein, donc le Mali, Sénégal, voilà, toutes ces régions-là. Et une partie était envoyée par l'Afrique du Nord, qui avait beaucoup de marchés négriers, le Maroc, enfin, à l'époque ça ne s'appelait pas le Maroc, mais c'était toute cette bordure-là qui avait des ports qui menaient vers l'Occident, Maroc, Tunisie, Algérie, donc il y avait des ports commerciaux qui traitaient l'or et les esclaves. Et il y avait aussi des routes commerciales qui allaient vers l'Égypte et la Libye, qui étaient les deux autres grands centres d'exportation d'esclaves noirs vers le monde musulman. Donc, et ça allait jusqu'en Inde et jusqu'en Chine. Donc, c'est pour montrer que les Arabo-Berbères ont commencé ce commerce et au fur et à mesure, ils ont islamisé certaines régions d'Afrique noire. Et c'était surtout les gens des villes et surtout les familles de gens importants qui ont commencé à adhérer à cette religion. Mais dans certaines régions, il y a eu beaucoup de populations qui ont lutté farouchement pour garder leur propre religion, qui ont voulu rester animistes. Et souvent, d'ailleurs, on les pourchassait davantage que ceux qui adoptaient tout de suite la foi musulmane. Ce qui fait que cette traite négrière s'est surtout focalisée sur les populations qui refusaient, qui étaient réfractaires à adopter cette religion. Ah là là. Très, très, très intéressant. Très instructif. Très, très. Alors,
On va donc parler, vous voyez, le temps passe vite, hein, moi, c'est parce que le temps, on a plaisir à vous écouter, franchement. Vous êtes une bonne conteuse, hein, comme on dit. Alors, on va parler de la reine Kassa. Qui est-elle? Qui est la reine Kassa? Alors, la reine Kassa était donc l'épouse de ce dernier empereur du Mali, l'empereur Suleiman. Voilà. Et c'est la seule femme à avoir occupé un rôle aussi important sur le trône du Mali. Parce qu'avant, les rois, les empereurs avaient des épouses, mais elle jouait un rôle social. Elle pouvait avoir des actions dans la communauté, faire du bien autour d'elle, mais elle n'avait aucun rôle politique. Elle ne devait pas du tout se mêler de l'organisation du pays, des décisions. Et Kassa a été la seule femme, par son tempérament, je pense, son intelligence, ambitieuse, elle était noble. Pas trop ambitieuse, par exemple. Et son ambition, mais voilà, sa personnalité. Et elle est arrivée, son mari lui a laissé une place très importante parce qu'elle avait une personnalité qui faisait que c'était pas une femme de l'ombre. Et donc c'est Imbatuta qui est un des... Je vous ai dit au début que toutes ces informations sur ces anciens empires, on les doit à des voyageurs arabes, des géographes qui allaient découvrir au fur et à mesure que l'Afrique s'islamisait. Donc ces gens qui venaient... donc Imbatuta, lui, il était originaire du Maroc. Donc ces gens qui voyageaient partout dans le monde, ils voulaient découvrir d'autres horizons. Et lui, il a voyagé dans l'empire du Mali à l'époque de la reine Kassa et de l'empereur Suleiman. Il les a rencontrés. Et c'est de lui qu'on tient donc l'histoire de cette reine qui a joué un rôle important sur le trône du Mali. Et Kassa était très très aimée du peuple. Ce qui fait qu'elle avait un très très grand respect, on lui témoignait un très grand respect, elle avait une personnalité assez forte, et ce qui fait que même, par exemple, le vendredi, au moment de la prière, l'imam de la mosquée saluait l'empereur et Kassa, il disait leurs deux noms, alors que ça ne se faisait jamais. C'est pour vous dire la position qu'elle avait dans ce royaume. Alors évidemment, on dira que les femmes, certains, ça va peut-être les choquer, mais sachant qu'elle était aimée du peuple, qu'elle avait beaucoup de tempérament, qu'elle était intelligente et qu'elle participait aux décisions et à ce qui se passait dans le royaume, elle s'est dit un jour, mais peut-être que je ferais une meilleure reine que mon mari, l'empereur. Voilà. Et donc on dit qu'elle a essayé de faire un coup d'État contre son mari. Malheureusement, ça a été déjoué. Enfin, malheureusement pour elle, ça a été déjoué puisque elle avait envoyé un message à un cousin du roi qui était assez ambitieux aussi, qui avait été mis en résidence surveillée très loin de la capitale, de Niani. Et donc le message a été intercepté, donc où elle disait qu'elle avait l'appui de certains généraux et qu'elle était prête à prendre le pouvoir, il fallait qu'ils viennent l'aider, tout ça. Donc ça a suscité un choc énorme dans la population, donc il y a une partie des gens qui étaient étonnés de voir comment cette reine avait du culot et qui continuaient de l'admirer, et puis d'autres qui disaient ah non, elle perturbe l'ordre établi, elle mérite la mort, voilà. Et Kassa, comme elle avait des espions partout, elle a été informée que ça commençait à sentir mauvais pour elle. Et donc elle a sauté sur son cheval parce qu'elle sortait à cheval et toute la population venait se prosterner devant elle. Elle a sauté sur son cheval, est allée se réfugier dans la mosquée. Et là, personne ne pouvait la déloger, même pas les armées du roi. Quand quelqu'un venait se réfugier à l'époque à la mosquée, il était en sécurité. Et Imbatuta, donc, qui nous a raconté cette histoire, ne nous a pas dit ce qu'il est advenu ensuite de Kassa, puisqu'il était en train de préparer son départ pour le Mali. C'était un de ses derniers voyages. Voilà. Et on a cette histoire incomplète, mais suffisamment documentée pour se rendre compte qu'à une époque très lointaine, il y a une femme africaine
qui avait eu ce rôle important dans un pays. Hein, aujourd'hui, je vois que beaucoup de nos sœurs dans notre monde moderne se battent pour être reconnues pour leurs compétences. Ben, à l'époque déjà, on reconnaissait cette femme et c'était important, je pense, de souligner son histoire. Belle allure, hein. Belle allure, on mettra... Ah, elle était très fière, très... Voilà, oui. On mettra la photo, belle allure. Ben écoutez, vraiment super. On vous écouterait pendant des heures et des heures. Mesdames et messieurs, dans l'Empire du Mali, à l'époque de la reine Kassa, de Madame Sylvia Serban, vraiment très instructif, facile à lire. C'est un vrai régal. Vraiment relax. Oui, c'est un livre qui s'adresse à la fois à un jeune public, enfin à partir du collège quand même, et à des adultes qui aimeraient connaître cette histoire. J'ai écrit ce livre pour un jeune public, hein, pour qu'il découvre un petit peu cette histoire et qu'il ait des références historiques qui le concernent et qui soient différentes parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que les pays occidentaux qui ont une histoire brillante et voilà, alors que bon, partout dans le monde, toutes les populations ont eu leur histoire, il faut juste l'apprendre et la connaître. Donc pour les jeunes, mais aussi pour les parents qui auraient envie de découvrir toutes ces informations, d'avoir aussi des repères. Et ils peuvent lire ou le transmettre aux plus jeunes qui ne savent pas encore lire, voilà, qu'ils puissent avoir tous ces éléments pour pouvoir s'adosser à une histoire aussi qui les touche et qui les concerne. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ça est effacé, on ne l'apprend pas dans les écoles et c'est important de savoir quand même d'où on vient et de savoir que dans la construction de l'humanité, on a aussi des grands royaumes africains qui ont participé à la marche du monde. Voilà, donc c'était important pour moi d'écrire ce livre et de transmettre toutes ces données. Donc c'est à la fois pour un jeune public et pour des adultes. En tout cas, moi j'ai apprécié, hein. Je me suis dit, oh là là, j'ai vraiment apprécié. C'est très très bien écrit, bien expliqué et puis... comme vous dites, c'est très important de connaître effectivement chaque société a son histoire, chaque peuple a son histoire et c'est effectivement important de savoir et connaître l'histoire de son peuple, d'où l'on vient, voilà. Parce que même pour les jeunes, comme vous dites, c'est sacré, c'est là, sacré les personnalités, parce qu'il faut savoir, voilà, ce que son peuple vaut, de quoi il est capable, tout voilà, ça. Voilà. Et c'est effectivement important de savoir ça. C'est important. Moi, en lisant, je me suis dit, oh, je comprends. Le Mali actuellement, Oui, mais les pauvres, ils ont les lâche un pas. passé tellement fort derrière eux, c'est normal qu'ils montrent l'exemple. Un peu, hein. L'Afrique a aussi sa dignité, il faut la retrouver. Et c'est ce qu'ils essaient de montrer, parce qu'ils ont eu un prestigieux empire. C'est ça. Et l'or du Mali, l'or réputé. Jusqu'à présent, le Mali est 3e producteur mondial d'or, aujourd'hui encore. Hein, donc, à l'époque, parce qu'à l'époque, c'est-à-dire que l'empire du Mali, donc les Européens ont entendu parler pour la première fois de cet or, c'est quand Moussa est allé en pèlerinage à la Mecque. Donc il a offert beaucoup de cadeaux, on dit que les gens de sa garde, ses suivants, ils avaient une canne en or massif de 3 kilos. Chacun, il martelait le sol avec quand il marchait. Enfin, les récits sont vraiment dithyrambiques. Et donc, quand ces informations sont arrivées en Europe, dans les cours européennes, là, ils étaient obnubilés par où trouver, comment arriver à repérer cet empire mirifique. Voilà. Et il y a une carte qui a été dessinée. Donc on a demandé à tous les cartographes de l'époque d'essayer de repérer cet empire et donc il y a une carte qui a été dessinée par un Espagnol et il a mis un homme noir, un roi noir, et c'est la première fois qu'on voyait un noir sur une carte du monde fait en Europe où on montrait cet empire noir. C'est là que ça se trouve, à la sortie du désert du Sahara.
Et c'est après ça que les Européens ont commencé à penser, quand la navigation s'est développée, à essayer de monter des expéditions maritimes pour aller découvrir où se trouvait ce pays de l'or. Et ensuite, c'est venu la domination de l'Afrique et tout. Mais ça a été à cause de cet engouement pour l'or du Mali, il fallait absolument s'en emparer. Et ce qui a protégé le Mali, c'est que ce n'est pas un pays, c'est un pays enclavé. Si c'était un pays côtier, il y a longtemps qu'il aurait été dominé. Donc voilà, comme il fallait aller loin pour chercher l'or, c'est ce qu'il a un peu protégé à l'époque. Par rapport à toutes les zones côtières où les Européens se sont installés, ont mis les gens en esclavage et ont commencé à exploiter ces pays. Ah là là, voilà mesdames et messieurs, belle histoire à découvrir, franchement, découvrez cette histoire, vous ne perdez rien, belle lecture. Et puis le livre ne coûte pas cher, il coûte 10 euros, on peut le commander sur le site de l'éditeur, je pourrais vous donner toutes les informations. Oui, voilà. De toute façon, vous aurez les liens en dessous de la vidéo, où acheter le livre, tout ça, on mettra les liens en dessous de la vidéo, voilà. Okay. Un grand merci à vous, Sylvia Servan. C'est moi qui vous remercie, Judith. Merci. Mesdames et messieurs, Madame Servan vient donc de nous éclairer sur cet empire mandingue, grand empire mandingue qui regroupait différents pays. On va vous les mettre sur la carte. Ça n'a rien à voir avec le Mali actuel. Alors, c'était un grand empire fondé par Soundiata Keïta, et qu'on appelle le fondateur, c'est lui qui a fondé l'empire, suivi d'un autre roi, Kankan Moussa, qui lui est appelé le bâtisseur, parce que, comme elle disait, c'était quelqu'un de très charismatique. C'est lui qui a d'ailleurs créé la prestigieuse université de Tombouctou. Et enfin, Souleymane le Sage, qui est donc l'époux de la reine Kassa, dont on a parlé. Lisez ce livre, il est vraiment très instructif, et puis ça nous donne une idée. Quand on entend le Mali, on va parler du Mali, ça nous donne une idée de ce qu'est ce peuple, d'où leur vient cette bravoure qu'ils ont. C'est les descendants de Soundiata Keïta, il ne faut pas s'étonner. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous aimez notre contenu, appuyez sur la touche abonnez-vous. En vous abonnant, vous rendez nos vidéos encore plus visibles. Partagez. Je vous remercie. On se dit à très bientôt.